8h17, c'est l'heure du grand entretien avec maître Vanessa Hedberg. Vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers et de la nationalité. On aborde la question de Ceuta. Les mineurs marocains arrivés à Ceuta en juillet espèrent encore rejoindre l'Europe et ne souhaitent pas revenir au Maroc. Certains ont trouvé une place en centre d'hébergement, d'autres dorment dans la rue. Tous les soirs, ils se retrouvent sur la Playa del Trampoline avec les autres exilés venus de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Les ONG distribuent ici ou là et s'occupent évidemment en attendant que leur situation soit réglée de leur situation au quotidien. Maître Vanessa Hedberg, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, les sources diffèrent et divergent sur le nombre exact. Alors je préfère le préciser tout de suite. C'est un médecin bénévole qui est cité par une radio française qui nous précise que il s'appelle Julien Rodriguez et qui dit il y aurait entre 7 000 et 10 000 jeunes. Il dit nous ne pouvons pas le savoir parce qu'ils ne sont pas enregistrés. Je commencerai par là. Déjà, maître Vanessa Hedberg, il y a une difficulté pour les autorités espagnoles à effectivement savoir combien de mineurs isolés sont réellement présents à Ceuta aujourd'hui. Oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Imaginez autant de personnes arrivées en même temps. Il y a évidemment des problèmes matériels et logistiques d'identification, puisqu'effectivement, la première étape quand il s'agit d'une personne qu'on pense être mineure, c'est de effectivement identifier sa minorité et de s'assurer de sa minorité, car le régime qui lui sera applicable sera évidemment bien différent de celui d'un majeur. Et effectivement, tous ces travaux d'identification sont très laborieux. Ceuta, ça reste quand même une petite surface avec vraiment peu de moyens. Oui. Il y a beaucoup de mineurs qui sont répartis partout en Espagne, donc ils sont déjà sur l'enclave espagnole depuis déjà plusieurs jours, puisque Ceuta ne permet pas d'accueillir dans les centres d'hébergement qui malheureusement parfois n'existent pas. Il faut savoir que même en France, on a des problèmes pour pouvoir recevoir tous ces mineurs non accompagnés dans le centre. Maître Vanessa Hedberg, on va prendre les choses une par une justement. Pour commencer, comment peut-on faire pour identifier les mineurs, puisque on n'a pas forcément, évidemment, il n'y a pas forcément de papier d'identité. Et il y a un long travail d'identification. Techniquement, comment ça se passe? On fait appel à des médecins? Alors effectivement, ils font appel à des médecins, mais il n'y a pas de moyens, vous le savez bien, puisque les tests osseux ne sont pas réglementés et ne sont pas conformes. Il n'y a pas de moyens. Donc on fait forcément confiance aux déclarations de l'intéressé. On fait forcément confiance à ces déclarations. On se base aussi sur les éléments d'état civil qu'il a pu donner. Et sur la base de ces éléments, il y a des recherches qui sont faites pour tenter de retrouver effectivement la date de naissance de la personne à identifier. Alors ensuite, il y a la question de la tutelle automatique. Il faut expliquer, maître Vanessa Hedberg, spécialiste des questions et des droits des étrangers et de la nationalité. Il faut préciser que dès la minorité établie, le mineur n'est pas soumis aux règles standards de l'expulsion précisément parce qu'il y a une forme de tutelle. Expliquez-nous cela. Alors, pour être plus précise, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir procéder à son rapatriement, parce qu'il ne s'agit là pas d'un éloignement, mais d'un rapatriement au sens juridique du terme, il faut effectivement s'assurer que le mineur sera soit accueilli par sa famille, soit par un tuteur, soit par une structure d'accueil indépendante des organismes étatiques qui est assermentée et qui effectivement, encore une fois, dans le pays de retour, toutes ces conditions ne sont pas souvent respectées et malheureusement, c'est la raison pour laquelle les rapatriements sont infiniment difficiles. Voilà, et puis il faut préciser, maître Hedberg, que l'Espagne interdit, ça n'est pas dans sa législation d'autoriser des renvois massifs et groupés. Je ne sais pas exactement comment on le dit juridiquement, mais en tous les cas, il ne peut s'agir que de renvois isolés, exactement, au cas par cas. Au cas par cas. C'est du bon sens et c'est pas que l'Espagne. C'est dans toute l'Europe et dans tous les pays signataires, évidemment, de la Convention de New York et qui respectent à minima les droits fondamentaux. Ça ne peut pas être effectivement des rapatriements collectifs puisque il y a des situations qui doivent être examinées de façon individuelle
au cas par cas, avec un examen sur les éléments d'extranéité de chacun et effectivement savoir s'il y a en cours des risques dans son pays d'origine, s'il doit bénéficier d'une protection même subsidiaire soit-elle, et après toutes ces vérifications effectivement qui prennent parfois beaucoup de temps, le mineur devient parfois majeur et le régime vient à changer. Donc si je comprends bien, Maître Edberg, Rabat a beau réclamer le retour de ces 7 à 10 000 jeunes isolés, Rabat sait très bien que ça n'est pas possible en réalité. C'est pas possible et de toute façon le Maroc n'est pas signataire de la directive retour, ne fait pas partie de l'Union européenne. Il faut savoir que en matière de mineurs isolés, il y a 3 textes fondamentaux qui s'appliquent ici. Dans ce cas précis, oui. C'est la Convention de New York et la directive retour notamment. L'Europe est contrainte d'appliquer de façon parce qu'il y a un mécanisme contraignant sur la directive retour. Sur la Convention de New York, il n'y a pas de juridiction qui viendrait condamner la France si d'aventure on ne respectait pas la Convention de New York. Alors que la directive retour, il y a effectivement des mécanismes juridictionnels contraignants et on a donc des comptes à rendre sous peine de condamnation pécuniaire. Nous avons donc des condamnations à rendre. L'Europe, tous les pays membres de l'Union européenne doivent rendre des comptes. Donc effectivement, ils sont tenus de respecter scrupuleusement cette directive retour et cette directive retour énonce des règles procédurales de rapatriement des mineurs isolés qui sont infiniment précises en son texte et en sa jurisprudence. Et cela fait partie évidemment des droits de la défense. Les 7 à 10 000 mineurs isolés ont le droit à une assistance juridique. C'est cela avec un avocat désigné gratuitement et un interprète également. Ça fait partie des droits. Ça fait partie des droits des mineurs et des majeurs également. Les majeurs ont également le droit de se faire assister d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'éloignement. Alors, est-ce qu'il y a expliquez-nous la problématique de la rétention géographique. En règle générale, un mineur sous tutelle à Ceuta doit y rester jusqu'à sa majorité? Ou bien est-ce qu'il peut y avoir résolution et jusqu'à résolution de son dossier? Ou bien est-ce que la résolution de son dossier peut intervenir avant sa majorité? En fait, il faut vraiment avoir conscience que c'est la raison pour laquelle je m'étonnais de voir, au-delà de ces mineurs, tous ces migrants avoir été déjà éloignés puisqu'il y a des procédures à respecter et que dans ces périodes estivales, on sait bien que l'activité des tribunaux est au ralenti et qu'effectivement, je ne vois pas comment toutes ces décisions ont pu être rendues en si peu de temps. Ici, il faut être quand même très précis. Comme je vous le disais, ça doit faire l'objet d'un examen individuel au cas par cas avec un recours juridictionnel effectif. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une décision administrative qui prend cette décision de rapatriement. Avant de prendre cette décision de rapatriement, comme vous l'avez très bien dit, on doit vérifier les conditions, c'est-à-dire est-ce que oui, il y a un tuteur faute de pouvoir le renvoyer dans sa famille, ou bien une structure d'accueil faute de le renvoyer dans sa famille, ou bien d'avoir un tuteur désigné. Une fois que effectivement ces procédures peuvent prendre énormément de temps, les tribunaux sont engorgés, que ce soit en Espagne ou en France, par le contentieux des étrangers, nous le savons bien, et le temps que ces décisions, que les mécanismes juridictionnels se mettent en place et que les décisions soient rendues, effectivement, ces mineurs qui sont parfois très proches de la majorité atteignent la majorité. Et là, comme je vous le disais, le régime bascule d'un moment à l'autre. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il ne bénéficie plus du jour au lendemain de la même protection et effectivement, la procédure doit reprendre depuis le début. De leur point de vue, il vaut mieux rentrer en Europe alors qu'ils sont mineurs. C'est ça, eux le souhaitent en tous les cas. C'est ce qu'ils disent au travers de différents reportages qui nous reviennent. C'est qu'ils disent que pour eux, il est absolument hors de question de retourner au Maroc. Ils disent qu'ils n'ont aucun avenir là-bas et qu'ils veulent rester en Espagne. Alors oui, et puis surtout, il y a un élément qui n'a pas été beaucoup soulevé dans les médias, qui est quand même fondamental dans la compréhension de ce contexte de vague migratoire, c'est que depuis mai 2025, l'Espagne a considérablement allégé les conditions d'accès à un premier titre de séjour. Rendez-vous compte que désormais, pour pouvoir obtenir un titre de séjour en Espagne, il suffit aux migrants de rester et de prouver 2 ans de présence en Espagne. C'est-à-dire quand bien même il n'y a pas d'attache familiale, quand bien même il n'y a pas de contrat de travail, une simple formation et 2 ans de présence en France leur permet d'avoir accès à un premier titre de séjour. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'étrangers
en France qui ont fait des demandes de titre de séjour. Et vous savez que les préfectures mettent des mois et des années à se prononcer sur l'obtention d'un titre de séjour en France. Il y a de vrais problèmes en ce moment dans les préfectures. Eh bien, ils ont décidé de partir en Espagne parce que ces titres de séjour sont obtenus plus facilement. Maître Vanessa Hedberg, si je comprends bien, est-ce qu'il est possible techniquement que ces jeunes émigrent jusqu'en France et profitent de cet avantage espagnol dont vous venez de parler ? Bien sûr, puisque la façon dont ces jeunes sont arrivés sur le territoire, que ce soit avec un visa Schengen pour une raison touristique, par la mer sans visa ou d'une autre façon, effectivement, quoi qu'il arrive, les 2 ans de présence nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour ne prennent pas en compte la façon dont on est arrivé. À partir du moment où on est capable de prouver son intégration, que ce soit par le milieu social, le travail ou autre, il y a quand même des conditions à respecter, mais qui ont été fondamentalement allégées, eh bien, ils ont la possibilité d'obtenir ce titre de séjour. Donc effectivement, comme les procédures à mettre en place et les délais juridictionnels sont infiniment longs pour traiter ce genre de cas, puisque les éléments à réunir pour établir parfois juste la minorité sont très difficiles, eh bien, le temps passe évidemment et cela est évidemment initiateur de droits nouveaux pour ces migrants qui sont arrivés sur le territoire européen. Merci infiniment, Maître Vanessa Hedberg.